Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui correspond à la partie 2 du chapitre H2B que vous pouvez retrouver sur le site internet que je vous mettrai dans la description. Voilà, ici vous cliquez pour avoir le cours. Alors il s'appelle H23 sur la feuille mais c'est bien H2B. Et donc dans la deuxième partie, nous nous étions arrêtés à 1848, donc c'est cette partie-ci du cours. Petit c, Napoléon Bonaparte, République et Empire. Louis-Napoléon Bonaparte. Alors, on s'était arrêté en 1848. En février 1848, je vous avais dit que Louis-Philippe était le dernier roi qui avait régné sur la France. Effectivement, en 1848, il y a des révoltes, des insurgés, c'est-à-dire des révolutionnaires, qui viennent à Paris, qui manifestent et qui font fuir le roi Louis-Philippe pour instaurer une république, et c'est la deuxième donc à être instaurée en France, la seconde république. Ici, on voit donc Lamartine, qui est un grand écrivain et poète français, qui décide donc de prendre le drapeau bleu, blanc, rouge comme emblème, et non pas le drapeau seulement rouge, pour la deuxième république. Alors, cette deuxième république, elle va instaurer plusieurs choses. Déjà, tout d'abord, le suffrage universel masculin, c'est-à-dire qu'en 1848, eh bien, tous les hommes peuvent voter et pas seulement ceux qui sont riches et qui payent le cens. Avant, je vous rappelle que c'était ce qu'on appelait le suffrage censitaire. Eh bien, en 48, il y a le suffrage universel masculin. C'est la première réforme. Deuxième réforme, eh bien, c'est la liberté d'expression. Alors vous allez me dire, on l'avait déjà avec la Révolution française. Oui, mais les rois de la Restauration et Louis-Philippe avaient enlevé cette liberté d'expression et la liberté de la presse notamment. Eh bien, la Deuxième République la remet en 1848. Et la troisième grande chose qu'a apporté la Deuxième République, pardon, c'est l'abolition de l'esclavage. Et vous avez un atelier à faire sur ce thème. Et c'est un document aussi que vous pouvez choisir pour le présenter à l'oral pour l'examen. Donc voilà ces trois grandes réformes de la Deuxième République. Et la Deuxième République va aussi mettre en place des ateliers nationaux. Donc là, vous pouvez mettre pause et noter la définition dans votre cours, D19. Les ateliers nationaux, en fait, c'était des grands chantiers qui étaient financés par l'État. Et le but, c'était d'employer les chômeurs pour réduire le chômage. Donc, par exemple, si on avait besoin de construire une école, eh bien, l'État finançait pour construire des nouvelles écoles, des ponts, des bâtiments pour l'État, et on embauchait comme ça les chômeurs. C'est quelque chose qui existe souvent, des ateliers nationaux, comme ça, des grands projets nationaux. Il y a eu ça aussi dans les années 30, par exemple, en France et en Europe. Ces ateliers nationaux fonctionnaient assez bien et en fait, en juin 1848, ils ont été fermés et ça a provoqué des grandes révoltes dans Paris. Les ouvriers se sont révoltés contre la fermeture des ateliers nationaux. Donc ici, vous voyez une représentation de ces révoltes et on voit qu'elles ont été très fortement réprimées puisque vous voyez ici, on n'en voit ni plus ni moins que l'armée. Elles ont été très fortement réprimées, voilà, par l'armée. En juin 1848, on a voilà, des images comme ça dans Paris où on en voit carrément des bataillons pour aller lutter contre les ouvriers qui se révoltent. Donc l'année 48 est un petit peu mouvementée et à la fin de l'année, le 10 décembre 1848, eh bien, pour la première fois, il va y avoir l'élection d'un président de la République. Sous la Première République, vous vous souvenez, il n'y avait pas de président, il y avait un comité, le comité de salut public. Et bien, sous la Deuxième République, il y a un président, Louis-Napoléon Bonaparte, est le tout premier président de la République en France. Alors, vous allez me dire, oui, il y a forcément un lien avec le Bonaparte que vous connaissez. Eh bien, en fait, c'est le neveu de Napoléon Bonaparte. Donc, dans le cours, vous pouvez noter son oncle, c'est Napoléon Ier. Son oncle, c'est Napoléon Ier. Et comme son oncle, histoire de famille, Louis-Napoléon Bonaparte décide au bout de 4 années de mandat que d'être président, c'est bien, mais d'être empereur, c'est mieux. Du coup, il fait un coup d'État, exactement comme Napoléon Ier. Il fait un coup d'État, voilà. Donc, il décrète l'Assemblée dissoute, le suffrage universel rétabli. Le peuple français est convoqué dans les comices à partir de décembre ici. L'état de siège est décrété
avec donc un pouvoir militaire. C'est là qu'on voit ici le coup d'État, la prise du pouvoir par l'armée, par la force. Le Conseil d'État est dissous. Donc dissous, ça veut dire détruit, il n'existe plus. Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret et à partir de ce coup d'État, il va se faire empereur à partir de la fin décembre 1851, début 1852. Il devient empereur sous le nom de Napoléon III. Donc faites attention, Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, Napoléon III sont la même personne, sauf que Napoléon III est empereur. C'est après 1852. Donc vous notez, en 1852, Louis-Napoléon Bonaparte devient empereur et il fonde un régime autoritaire qu'on appelle le Second Empire. Alors, dans ce régime, bien sûr, il va concentrer tous les pouvoirs en tant qu'empereur. Il va demander le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif. Il va pourchasser, bien sûr, tous les gens qui ne sont pas d'accord avec lui, les républicains. Et notamment, il y a une histoire assez connue de cette époque avec Victor Hugo. Victor Hugo était député dans les années 1850, et quand Louis-Napoléon Bonaparte a fait un coup d'État, Victor Hugo ne l'a pas supporté, il a dit « je refuse de vivre dans ce pays où la liberté a été foulée aux pieds », et Victor Hugo est parti en exil. Il est parti vivre sur les îles anglo-normandes, et il a écrit beaucoup de textes à cette époque, notamment des poèmes, dans lesquels il dit « je ne reviendrai pas tant que Napoléon Bonaparte, Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, est au pouvoir ». Il le compare à un tyran, un dictateur, etc. Alors, à partir des années 1860, Napoléon III, il voit que quand même le peuple, il a besoin d'un peu de liberté pour que son régime il fonctionne. Donc, il va rajouter un petit peu de démocratie dans son régime. Et en 1870, il perd une bataille pendant la guerre contre les Prussiens, contre la Prusse, et il est fait prisonnier. Et du coup, il n'y a plus personne à la tête de l'État. Donc ici, voilà, il perd cette bataille à Sedan en 1870, il est fait prisonnier et ça, c'est ce qui va marquer la fin du Second Empire. C'est la fin du Second Empire parce que comme il n'y a personne à la tête de l'État, eh bien, Léon Gambetta, c'est lui, va proclamer le 4 septembre 1870 la Troisième République. Mais il faut savoir que le but, c'était pas qu'elle reste là, la Troisième République. C'était juste de proclamer un système politique pour pouvoir gouverner pendant que l'empereur était prisonnier. On attendait que l'empereur revienne. Donc la Troisième République, au départ, elle n'aurait pas dû rester très longtemps. Et au final, ce qui est assez drôle, c'est que c'est le régime politique qui a été le plus long en France, puisqu'il dure jusqu'en 1940. Donc si on résume, on a la Restauration, 1815-1830, les deux frères de Louis XVI. La monarchie de Juillet, qui s'installe en 1830, révolution, le peuple demande Louis-Philippe comme roi. C'est là que vous avez le tableau La liberté guidant le peuple. La monarchie de Juillet va durer jusqu'en 1848 avec le roi Louis-Philippe. Et en 1848, révolte. Révolte, en février, on vire Louis-Philippe, dernier roi qui régnait sur la France. On installe la Deuxième République et on vote pour un président de la République au suffrage universel masculin qui est Louis-Napoléon Bonaparte. Sauf que ce petit monsieur décide en 1851 de faire un coup d'État pour devenir empereur. Il devient donc Napoléon III et crée le Second Empire. Et ce Second Empire s'arrête en 1870 quand il est fait prisonnier à la bataille de Sedan. Et à partir de là va s'installer la Troisième République qui va durer jusqu'en 1940. C'est le plus long régime politique jusqu'alors, si on oublie l'Ancien Régime, bien sûr. Donc voilà. On passe donc à le grand 2, deuxième partie, 1871-1914, la naissance et l'enracinement de la Troisième République. À des débuts difficiles. Comme je vous l'ai dit, la Troisième République n'était pas là pour rester. Les gens n'étaient pas profondément républicains. On attendait que l'empereur revienne et qu'on puisse remettre en place l'Empire. Donc ce nouveau système politique, voilà comment il était fait, voilà la Constitution. Donc il y avait toujours le suffrage universel masculin, donc tous les hommes pouvaient voter. Ils votaient pour les conseillers généraux d'arrondissement et conseillers municipaux qui votaient ensuite pour le Sénat. On retrouve un suffrage indirect ici. Et puis ils votaient directement pour la Chambre des députés qui était élue tous les 4 ans. Ces deux
chambres ici formaient donc le Parlement, le pouvoir législatif, ceux qui font les lois. Et c'était eux qui élisaient le président de la République. Vous voyez, le président n'était pas élu par le peuple, mais bien par les députés et les sénateurs. Il était élu pour 7 ans. Et il avait le droit de dissoudre le gouvernement s'il le souhaitait, dans lequel il y avait un président du Conseil, c'est comme un Premier ministre, et des ministres. Voilà comment fonctionnait cette troisième République. Alors, si on regarde au début, vous allez voir qu'effectivement, elle n'est pas trop républicaine. Alors, je vous demande sur le cours, entourer les partis républicains en rouge. Alors, les partis républicains en rouge, eh bien, ce sont les républicains radicaux, les républicains modérés. Donc ici, on peut entourer en rouge, là, les partis républicains. Vous mettez ici républicain. Entourer les partis royalistes en bleu. Alors, les partis royalistes, c'est le vert et les deux bleus ici. Donc, vous entourez le vert, le bleu et le bleu. Ce sont les partis royalistes. Alors, ils sont royalistes, mais ils ne veulent pas le même roi. Les bonapartistes, eux, ils veulent que Napoléon revienne, Napoléon III. D'accord? Ils veulent l'Empire. Ici, on a les orléanistes. Les orléanistes, vous vous souvenez, Louis-Philippe d'Orléans, hein, eux, ils veulent que ce soit les descendants de Louis-Philippe qui reviennent au pouvoir. D'accord? Et les légitimistes, eux, ils veulent les descendants des frères de Louis XVI. Ils veulent les Bourbons. D'accord? Ils veulent revenir à l'ancienne monarchie avec les descendants de la famille des Bourbons, donc de Charles X. Donc, que peut-on dire sur les débuts de la Troisième République? Eh bien, si on regarde bien, qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale? Eh bien, ce sont les royalistes. Donc, cette République, elle n'est pas du tout républicaine. C'est ce que vous devez noter sur la petite ligne. La Troisième République, au départ, n'est pas républicaine. Les gens qui sont élus à l'Assemblée nationale ne veulent pas d'une république. Ils voudraient le retour des rois. Ils ne sont pas d'accord sur le roi, mais ils voudraient le retour des rois. Donc ça, c'est assez intéressant de se rendre compte que cette Troisième République, qui a duré très longtemps, qui a apporté de nombreuses réformes en France, eh bien, au départ, elle n'était pas républicaine. Alors, ensuite, il y a un petit passage dans votre cours sur la Commune de Paris. La Commune de Paris, je vous demande de faire une petite recherche Internet par équipe. Alors, si on fait ce cours à distance, bah, vous le faites chez vous. Vous allez sur Internet, équipe 1 ou équipe 2. Alors, c'est simple, si vous sentez qu'en histoire-géographie, vous avez un peu de mal, que c'est un peu difficile pour vous, vous pouvez faire les questions de l'équipe 1. Si vous maîtrisez bien l'histoire-géographie, que c'est facile, que vous êtes à l'aise avec les documents et l'explication, vous pouvez faire les questions de l'équipe 2. Alors, vous mettez pause et vous répondez aux différentes questions qui sont dans votre cours. Hein. C'est ce petit, voilà, ce petit encadré là. Et ensuite, on va faire les réponses. Alors, quand a eu lieu la Commune de Paris? Eh bien, elle a eu lieu en 1871. Contre quoi se battent les communards? Eh bien, ils se battent contre le gouvernement. Ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement qui est mis en place de la Troisième République. Ils se battent parce qu'ils ne veulent pas arrêter la guerre contre la Prusse. Hein. Je vous rappelle qu'on est en guerre contre la Prusse, l'empereur a été fait prisonnier. Comment finit cette révolte? Eh bien, cette révolte, elle finit dans le sang. On a envoyé l'armée pour tuer tous ceux qui se révoltaient. Qui a fait construire le Sacré-Cœur sur la butte Montmartre? Eh bien, c'est Adolphe Thiers, que vous avez juste en dessous. La petite photo est écrit Adolphe Thiers. C'est le président de la République, Adolphe Thiers. Équipe 2, qu'est-ce que la Commune de Paris? Eh bien, vous dites que c'est une révolte dans Paris par des sympathisants plutôt à gauche, extrême gauche, qui étaient contre le gouvernement qui était mis en place par Adolphe Thiers et contre l'arrêt de la guerre contre la Prusse. Quel monument a été construit dans le quartier des insurrections des communards? Eh bien, c'est la basilique du Sacré-Cœur. Alors, comment s'est finie cette Commune de Paris? Donc, elle s'est très mal finie puisqu'elle s'est finie par ce qu'on appelle la Semaine sanglante.
Alors, il faut savoir qu'il y avait tellement de révoltes, c'était tellement le bazar dans Paris, que le gouvernement a dû fuir Paris en montgolfière, tellement on ne pouvait plus circuler, on ne pouvait pas sortir de la capitale. Donc le gouvernement a fui Paris en montgolfière en 1871 et a envoyé l'armée pour tuer tous les communards, on les appelle là, les révoltés. Donc ici, vous voyez des photos qui ont été prises après la semaine sanglante où on a tué les personnes qui se révoltaient. Ça s'est passé au niveau de Montmartre, dans le quartier de Montmartre à Paris. Et du coup, Adolphe Thiers, ensuite, il a eu l'idée de faire complètement oublier qu'à cet endroit-là, il y avait eu un massacre. Et donc, il a décidé de faire construire la basilique du Sacré-Cœur. Et ça fonctionne très bien, puisqu'aujourd'hui, les touristes, quand ils vont sur la basilique du Sacré-Cœur, c'est pour avoir une très belle vue sur Paris, parce que c'est construit sur une butte, sur une petite colline à Montmartre. Donc, ils ont une très belle vue sur Paris. Tous les amoureux vont faire une photo devant la basilique Montmartre et tout le monde a complètement oublié qu'à cet endroit-là, il y avait eu la semaine sanglante. Donc, ça a fonctionné. L'idée d'Adolphe Thiers. Donc c'est lui, Adolphe Thiers, président de la République sous la Troisième République. Alors, je reviens à ce système politique qui se met en place un petit peu difficilement parce que, comme je vous l'ai dit au départ, c'était pas républicain, mais il va mettre quand même en place des lois au fur et à mesure. Il va s'imposer. Les républicains vont finalement s'imposer au pouvoir parce que si on regarde du coup la même Assemblée nationale, seulement 5 ans après le début, hein, on avait vu 1871, donc là 1876. Eh bien ici, si on entoure les partis républicains, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien on remarque que c'est eux qui sont devenus majoritaires et que les royalistes sont de moins en moins nombreux. Donc vous pouvez noter à côté du document quelle évolution voit-on par rapport à 1871. Vous notez, les républicains sont devenus majoritaires, les royalistes sont de moins en moins nombreux. Donc cette fois, cette république, elle s'installe sérieusement. Voilà, donc la deuxième partie du chapitre H2B, elle s'arrête ici. La troisième partie commence donc avec le petit b, la République à l'épreuve des crises. Je vous donne rendez-vous donc pour la troisième partie. Bon courage pour la préparation de votre examen. Ciao.